bonjour. J'espère que vous avez bien dormi. Pour ceux qui étaient là hier, j'espère que vous êtes prêts pour écouter comme ça pousse, puisque c'est le thème très évasif, on va dire, de cette journée, avec une matinée que Jacques Wiebrecht, que j'ai présenté hier, qui est le fondateur d'Entrepreneurs d'Avenir, va coordonner, animer. Nous avons toujours nos amis Sébastien et Gabriel de Boîte Noire qui vont nous surprendre avec différentes choses, vous allez le voir. Simplement, juste pour commencer, moi je voulais faire écho à la journée d'hier parce qu'on a entendu de la panne, de la fatigue. On a entendu Hélène Le Thénault qui nous a fait part qu'elle a tout essayé, en gros, dans le summum du désajustement, de l'acrobatie mentale entre ce qu'elle voulait faire et ce qu'on lui proposait. On a entendu Diego nous parler de renoncement, et j'aimerais vraiment que cette journée soit en écho un travail sur ce qu'on pressent avec l'idée de renoncement, parce que renoncer, ça n'a pas beaucoup d'intérêt si on ne sait pas que c'est libérateur et que véritablement il s'agit de sortir d'aliénation. C'est un grand mot, sauf qu'on va le voir véritablement cet après-midi dans les immersions. Quand on a indiqué sur le programme déprogrammer le numérique, c'est bien une affaire de sortie, d'automatisme qui nous enferme, et donc il y a bien la liberté qui va apparaître comme une perspective extrêmement enthousiasmante. J'espère qu'on le sentira dans nos ateliers consacrés à la contribution et à différentes choses. On a entendu une notion, moi, que j'ai beaucoup aimée, l'appel, non pas à projet, mais l'appel à commun, qui est une idée qui me semble vraiment formidable, plutôt que mettre les gens en concurrence. Si on pouvait concevoir des choses qui permettent de bouger et de fabriquer ce commun qui n'est pas une chose donnée, qui demande de la reconnaissance. Et puis, évidemment, compter autrement, ça a été vu comme un point clé, avec une difficulté de la vision politique. On a vu que nos intervenants étaient quand même en difficulté de voir ce qui est en perspective. On voit que le point majeur va être le passage à l'acte, mais je pense que cette journée ces journées sont une manière de nous mettre en action. Et je voudrais proposer à tous nos étudiants qui soutiennent l'organisation de venir sur scène pour les remercier. Lidvine, est-ce que vous pouvez vous approcher et qu'on puisse vous applaudir? Passage à l'acte. Évidemment, je voudrais avoir avec nous Phil. Et puis Gaude, est-ce que Gaude peut venir aussi sur scène? Elle est en dessous. Alors en tout cas, Gaude, c'est notre grande chef d'orchestre. Elle a vraiment su associer les uns et les autres avec beaucoup d'aisance et de joie. Donc elle n'est pas dans les parages, elle rame pour donner de l'énergie, c'est ça. En tout cas, merci Gaude, merci à tous, et je passe la parole à Jacques Wiebrecht. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci Dorothée, tu m'as présenté rapidement, mais je complète simplement pour que vous sachiez à qui vous avez affaire ce matin. Je ne suis pas journaliste, je ne suis pas animateur de plateau, ni radio, ni télé. Je suis entrepreneur, voilà. Mais je suis un entrepreneur engagé depuis très longtemps, comme beaucoup d'autres. Enfin, on en parlera tout à l'heure, puisque ce matin, vous allez avoir des témoignages plutôt de dirigeants, d'entrepreneurs, de managers qui sont dans des plus ou moins grandes organisations. Et je suis un entrepreneur engagé qui a lancé 2 initiatives ces dernières années. En 2005, nous avons lancé
une initiative qui s'appelle l'Université de la Terre, qui rassemble très large. Il y a eu 6 éditions à l'UNESCO. Il y en aura une prochaine en 2022, on pourra en reparler si ça vous intéresse. Voilà, et puis surtout, et c'est un peu à ce titre-là que je suis là, j'ai lancé en 2009 le Parlement des entrepreneurs d'avenir pour tenter de réunir ces acteurs du changement, ces dirigeants, ces entrepreneurs qui veulent conduire une autre économie et qui veulent participer à un autre progrès. On est très nombreux, puisqu'en janvier 2020, on était 2000 à l'OCDE. Et en fait, si je suis là, c'est que Dorothée m'a proposé, d'être là, mais c'est moi qui lui ai proposé il y a un an un exercice complexe. Je lui ai dit, écoute, il faut qu'on travaille sur la refondation du progrès. Voilà. Et je pense que ces 2 journées participent à cette refondation. Alors c'est un exercice un peu compliqué, parce que bien évidemment, refonder le progrès, c'est des centaines d'années d'histoire, hein, et notamment depuis les Lumières. Et avec Dorothée, on s'est attelé à travailler sur ce manifeste que vous avez peut-être entre les mains, qu'on a lancé en fait en janvier 2020 au Parlement des entrepreneurs d'avenir et qui vous est présenté et que je vous conseille, et que je vous encourage bien sûr à lire, puisque c'est les limites dans lesquelles il nous semble qu'il faille travailler, et nos entreprises particulièrement. Voilà, alors un autre progrès s'impose, c'est possible, ça peut advenir, on va en parler ce matin, qui réconcilie progrès technique et vivant, justifiant une autre politique de la Terre, qui appelle à réencastrer, on va en parler avec Eva tout à l'heure, réencastrer la finance dans l'économie et au service d'une économie durable, sociale et solidaire, qui elle-même, économie, se met au service de la société, qui elle-même se place dans un équilibre biosphérique. Voilà. C'est un peu le principe, hein, c'est un peu le principe de ce manifeste pour le résumer. Alors ce matin, on va parler d'économie contributive, de la contribution des acteurs, quels qu'ils soient, petits et grands, économie régénérative, ça sera vraiment le thème de cette matinée. Alors, la journée, écoutez, ça pousse. Alors hier, c'était atterrir en catastrophe. Bon, donc on a quelques raisons d'espérer, j'ai envie de dire aujourd'hui, en tout cas moi c'est un peu le ton que je voudrais donner à cette première partie. Vous avez sûrement, bien sûr, tous en mémoire cette phrase de Gandhi, si éloquente, un arbre qui s'abat fait beaucoup de bruit, une forêt qui germe, on ne l'entend pas. Cette journée sera consacrée à cette forêt qui germe, et Dieu sait qu'elle germe partout. Une relève est là. Il y avait quelques étudiants qui étaient là, Maxime, Eva et bien d'autres. Une jeune génération est aux commandes, est en train de prendre les commandes au mouvement des entrepreneurs sociaux, chez les entrepreneurs d'avenir et chez la communauté des entreprises à mission, chez les Bicorp et dans tout un tas d'autres réseaux. Une économie résiliente est en marche, qui regorge d'imagination, ça c'est extrêmement positif, empreinte vraiment d'une volonté énorme, sans limite, et moi j'en croise tous les jours, portée par des acteurs engagés, quels qu'ils soient, citoyens, entrepreneurs, associatifs, chercheurs, et c'est un peu à eux qu'on va donner la parole ce matin et au cours de cette journée. Alors cette première partie de matinée sera divisée en 3 temps, les 2 premiers assez courts, assez brefs, je vous demanderai d'être brefs, Eva et Maxime, voilà, je serai maître du temps, donc désolé si j'ai à vous couper. Les 2 premiers assez courts mais très denses. En quelques minutes, on aura 2 figures très emblématiques de cette forêt qui germe. Une jeune génération qui veut bouger les lignes, chacun dans leur univers. Le premier univers éclairé sera celui d'Eva, qui porte une entreprise et qui a cofondé une entreprise qui s'appelle Lita, qui est dans l'univers de la finance. Elle porte l'ambition d'une finance vraiment contributive, à une économie soutenable, à une économie sociale et solidaire. Je vous rappelle que la finance mondiale, alors elle a peut-être régressé là, ces derniers jours, ces dernières semaines, représente à peu près 400 000 milliards de dollars, une espèce de bulle financière au-dessus de nos têtes. Le produit intérieur brut mondial, il doit être un petit peu en dessous de 90 000 milliards. Donc vous voyez un peu le poids conséquent que la finance a pris ces dernières années, surtout depuis les années 80, on y reviendra tout à l'heure. Et ce poids acquis par la finance depuis ces dernières années est si important qu'on exige et on attend des acteurs de la finance qu'ils soient parmi les principaux acteurs et les plus mobilisés sur ces enjeux. Voilà, après on passera avec Maxime à un autre sujet essentiel,
Maxime, fondateur du Printemps écologique, on verra qu'un nouveau territoire de conquête pour l'écologie se présente et l'avènement possible d'une révolution du monde du travail et du syndicalisme est en marche. Le syndicalisme historique qui puise ses racines dans l'histoire du capitalisme, dans l'histoire du travail et des révolutions industrielles, peut-il se marier à l'écologie? Peut-on réconcilier le progrès social et le progrès environnemental et le progrès écologique? C'est à Maxime Blondeau que je poserai la question. Voilà. Et dans un deuxième temps, deuxième partie, on aura à peu près 1 heure avec, sur le thème quel modèle contributif et régénératif pour les entreprises. Nous questionnerons là les grands arbres de la forêt qui poussent avec Encha Seynet Denji, Fabrice Bonifay, est-ce que Fabrice est déjà arrivé? Ah, Fabrice est là. Du groupe Bouygues, et Bruno Roche qui sera en visio, qui est en Suisse, qui a été l'ancien chef économiste du groupe Mars, grand groupe agroalimentaire, et qui vient de lancer une fondation qui se nomme Economics of Mutuality. Voilà. Je vais accueillir Eva. D'abord, on va démarrer avec toi, Eva, si tu le veux bien. Est-ce que tu veux bien venir à côté de moi? Est-ce que vous pourriez nous proposer une image de l'avenir? Comment? Oh la vache. Voilà, en fait c'est ça, hein. Le truc c'est que quand même quand vous m'avez dit quelle image de l'avenir, moi j'ai pensé enfin je l'ai interprété avec le mot monde, et je pense que c'est ça en fait, c'est comment est-ce que j'ai l'impression qu'on est en train de construire des mondes. Je sais pas très bien comment ils vont coexister, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des choses qui vont se réinventer localement, globalement. Il y a des camps qui vont s'affronter. Il y a on sent bien qu'il y a des choses qui vont s'opposer, des choses qui vont... Il y a aussi des choses qui vont s'harmoniser. En tout cas, j'ai l'impression qu'on est en train d'inventer des mondes et de se questionner sur cette manière de réinventer. Et c'est pas uniquement la période du Covid, du confinement qui est en train de faire ça. C'était déjà à l'œuvre. Ok, alors je ne vous avais pas prévenu, mais nous avons des impromptus sonores qui vont scander notre journée, notre matinée. Et merci à l'équipe qui produit ces petits témoignages qui nous éclairent sur les réactions et la pensée, alors je ne sais pas de qui, mais j'imagine de citoyens présents ici ou présents hier. Alors Eva, tu as 30 ans, donc tu es très jeune, mais tu as déjà une expérience à ton actif qui est assez impressionnante. Tu as créé une ONG dans le domaine de l'éducation au Togo, c'est ça? Tu as travaillé au sein d'une plateforme en Inde, une plateforme de microfinance. Tu as travaillé dans une banque française, c'est ça? À la RSE, je crois. C'est ce que j'ai lu en tout cas. Et tu as créé surtout 1000 Impact en 2014, qui devient l'ITA quelques années après, c'est ça? Et qui est présente maintenant dans 3 pays. C'est 3 pays l'ITA? D'accord. Tu es aussi aujourd'hui coprésidente avec Jérôme. Non, c'est pas Jérôme. Jean Moreau. Jean, pardon. C'est Jean. Avec Jean Moreau du Mouvement des entrepreneurs sociaux, tu es porte-parole d'un collectif qui s'appelle Nous Demain, auquel je participe. Entrepreneurs d'avenir est associé à ce collectif qui a été lancé par le Mouvement il y a 2 ans, 1 an et demi à peu près, qui est très actif sur l'enjeu de l'économie sociale et son déploiement. Voilà, et tu es aussi administratrice de Finansol, une organisation que vous connaissez sûrement. Et tu as participé à ma demande à un collectif pour rassembler une quarantaine, une cinquantaine d'acteurs de la finance. On a écrit tous ensemble un appel pour une finance de progrès social et environnemental. Voilà. Alors ma première question, c'est à quel projet de société la finance peut contribuer, selon toi? Est-ce que tu crois à une finance totalement positive, totalement contributive, à très brève échéance? Alors bonjour. Alors déjà, pour répondre à cette question, je pense que c'est intéressant de se demander pourquoi moi et plein d'autres, on a décidé de s'intéresser à ce sujet, parce que c'est pas forcément le sujet le plus accessible, le sujet le plus sexy, le sujet le plus incarné auquel on peut rêver quand on a 20 ans. Et en fait, c'est un sujet qui est extrêmement intéressant parce que c'est un sujet technique, mais c'est aussi un sujet idéologique.
La finance, c'est un peu le soubresaut idéologique pour nous du capitalisme et en fait de ce qui a remplacé derrière en fait la forme de sacré qu'on a perdu à une certaine période, qu'on a remplacé avec une sorte de capitalisme qui pour moi a utilisé la finance comme son mode opératoire, comme son mode de croyance, comme son mode de pratique. Et la finance, elle est partout, elle est infusée dans l'ensemble de la société et surtout elle est extrêmement opaque. C'est une sorte un peu de transcendance hyper opaque où en fait on ne sait pas à quel moment ces valeurs reviennent dans la société et on ne sait plus si on parle d'efficacité ou si on est sous la joute justement de cette idéologie financière. Donc en fait elle a été placée au centre de ce que pourrait être l'efficacité économique mondiale et ce qui a fait qu'aujourd'hui c'est extrêmement compliqué d'imaginer un monde sans la finance. Donc on s'est demandé comment est-ce que on peut penser ce monde sans la finance. Est-ce qu'il faut penser ce monde sans la finance? Si on regarde les statistiques notamment que Jacques a données, c'est extrêmement parlant. Aujourd'hui, la finance, elle fonctionne en vase clos. Elle n'est plus au service de l'économie. C'est plus un outil. C'est devenu réellement quelque chose auquel on est tous asservis. L'écologie est au service de la finance, la société est au service de la finance, l'économie est au service de la finance. Et que ce soit les dirigeants d'entreprise, les salariés ou les citoyens, ils sont tributaires de cette finance extrêmement violente et viriliste, à mon sens. Du coup, la question est de se demander comment est-ce qu'on peut vivre dans un monde où la finance existe. Déjà, il serait temps de replacer la finance à un endroit qui serait l'endroit de la technique, de l'outil, de quelque chose qui nous servirait simplement comme mode de transaction ou d'émancipation d'une idéologie qui est plus grande. Donc c'est ce qu'on essaye de faire avec l'État, c'est que la finance soit uniquement un outil transactionnel, que ce soit juste le lien entre des personnes qui veulent créer des initiatives et des personnes qui veulent placer cet argent. Parce qu'il ne faut pas non plus être... je pense, là, je vais me replacer chez moi, je pense qu'il faut arrêter de croire en une sorte d'explosion et de disparition des modèles pour ne plus les voir et penser qu'on va vivre sans. Pour nous, cette espèce de mode et d'envie de destruction et d'effondrement, c'est quelque chose d'extrêmement viriliste, injonctif, etc. Et il est peut-être temps de se poser la question de comment est-ce qu'en fait on replace simplement les outils et qu'on met des idéologies plus fortes au service d'une finance qui serait plus durable, une finance qui ne sert pas un profit fictif. Parce que ça, c'est vraiment le deuxième énorme problème de la finance, c'est qu'elle sert une sorte de croissance financière qui est fictive. On a parlé des années 80 et de la fin des années 80. Cette période-là, c'est la période de la financiarisation. C'est celle qui succède la période des 30 glorieuses. Donc moi j'appelle souvent les 30 foireuses en fait, qui est une période où on a créé en fait de la croissance, mais de la croissance réelle quand même, mais qui a mené quand même à l'arraisonnement de beaucoup de richesses, qui a mené à de la surconsommation, à quand même la mise en place du système dans lequel on vit aujourd'hui, mais qui produisait quand même de la vraie croissance financière. Donc là la finance, elle était au service de l'économie qui était extrêmement destructrice, mais elle était à sa place. Et ensuite, après à la fin des 30 glorieuses, on a ce qu'on appelle, pas en termes forcément marxistes, mais en plusieurs termes, une baisse significative des profits et inexorable. En fait, on ne pouvait pas faire autrement. Les profits baissaient. L'entreprise n'était plus capable de produire du profit. Mais à côté de ça, elle avait besoin d'être dans une logique de concurrence vis-à-vis des autres concurrents. Donc ils se sont demandé comment est-ce qu'on fait. Et comment est-ce qu'on fait? On fait appel à des actionnaires. Mais pour faire appel à des actionnaires, il faut être capable de leur proposer une croissance supérieure. Donc derrière, a été mis en place tout un mécanisme de financiarisation, d'utilisation de certains outils qui produisent de la croissance financière, de la plus-value financière, des dividendes, sans forcément que derrière, on produise de la croissance économique. Et on arrive à un stade qui est aujourd'hui un peu déplorable. On va prendre en 2019, qui était le record du versement de dividendes par le CAC 40. Cette année-là, elle a produit plus de 13% de croissance des dividendes, mais elle a produit que 0,1% de croissance de l'emploi. Donc on se rend compte, en fait, que la finance n'est plus liée à l'activité économique. Donc ce qu'on veut, c'est la remettre au service de l'activité économique, de la création de valeur écologique et sociale. Là, j'ai une question un peu plus, pas technique, mais un peu plus précise. À ton avis, comment on fait grandir les flux entrants de cette finance contributive et investis dans une économie à impact? C'est-à-dire comment on attire plus de capitaux qui sont pour l'instant un peu au-dessus des têtes, qui sont très spéculateurs, comment on les fait venir à toi, enfin à vous, tous les acteurs qui essayent de participer à ça, et comment, bien évidemment, on accroît la masse capitalistique qui est investie ensuite dans des entreprises positives. Alors, on a deux moyens de créer de l'argent aujourd'hui contributif. On fait de la création monétaire, c'est-à-dire que quand en fait on fait un prêt à une entreprise, on va créer de l'argent. Il n'y a que 10% d'argent qui existe vraiment, le reste c'est de la création monétaire.
Donc toute cette création monétaire, déjà, elle doit être dirigée vers des projets écologiques ou des projets de transformation sociale et écologique qu'on évalue. Ça, c'est le premier moyen. Le deuxième moyen, c'est d'orienter les stocks d'argent qui existent. Aujourd'hui, en France, on a 5 000 milliards d'épargne qui dort, qui est ou sur des produits d'assurance vie, ou sur des livrets, ou sur des comptes courants, ou sur des actions, etc. Et cet argent-là, le but, c'est de le réorienter vers des projets de transition sociale et écologique. Pour faire ça, déjà, il faut que cet argent ait comme objectif des métriques, des KPI qui ne sont pas que des métriques financières, mais qui sont aussi des métriques extra-financières, donc des métriques écologiques, des métriques sociales, qu'en fait tous les flux soient corrélés à de la création d'emplois, de la création de valeur écologique. C'est pour ça qu'on a mené un gros plaidoyer cette année, notamment dans le cadre du plan de relance, qui demande une éco-conditionnalité des aides et de l'ensemble du plan de relance. Aujourd'hui, on a 100 milliards, pardon, désolé, je suis un peu fatiguée ce matin, 100 milliards d'argent qui est dédié au plan de relance, et on veut que l'ensemble de cet argent soit éco-conditionnalisé. C'est déjà une première mesure. C'est-à-dire que l'argent doit aller obligatoirement vers des projets qui ne proposent pas uniquement un retour financier, mais également un retour extra-financier. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, on a l'impression que c'est pas viable. On nous dit, mais on peut pas évaluer a posteriori ces critères-là. Mais je veux dire, on le fait très bien dans le cadre du retour sur investissement. Ça pose pas de problème de dire, on vous donne de l'argent pour tel retour sur le moyen terme. Donc pourquoi est-ce qu'on pourrait pas le faire, en fait, sur les impacts socio-écologiques? Donc c'est là qu'on se rend compte qu'il y a énormément d'idéologie et qu'il faut vraiment combattre ça. La deuxième manière, c'est aussi de conscientiser le grand public. Donc là, on lance dans 3 semaines une application mobile qui permet d'analyser l'ensemble de l'impact carbone, de l'impact écologique, de l'impact social, qui donne de la transparence sur l'ensemble des flux financiers, de l'épargne du grand public. Et donc c'est une sorte de Yuka en fait de la finance, et qui permettra ensuite aussi d'avoir les leviers d'action pour transformer et devenir un activiste financier et penser ça au niveau global. Parce qu'avec 5 000 milliards, on fait énormément. Il faut 1 000 milliards pour la transition des secteurs les plus polluants. Avec 5 000 milliards, on peut faire énormément pour contribuer à la transition écologique. Donc ça, c'est un moyen, la conscientisation. Et puis aussi l'engagement radical des investisseurs institutionnels, sur lequel on travaille aussi beaucoup. Bien sûr, je vais te poser une dernière question, parce qu'il va falloir qu'on se quitte, malheureusement. C'est passionnant. Pour un investisseur, c'est moins rentable d'investir dans une entreprise à impact, dans une organisation à impact, ou pas? Alors, toujours quand on pose cette question, je demande moins rentable que quoi? Donc moins rentable que les opérations de trading à haute fréquence qui produisent 40% de retour sur la base d'une gamification complètement absurde? Probablement oui. Moins rentable que l'économie réelle concurrente? Non. On a vu pendant ces derniers mois que les entreprises de l'économie sociale et solidaire et les entreprises écologiques ont été extrêmement résilientes face à la crise, parce que c'est des modèles qui sont pas très cash intensifs, comme on dit, donc ils vont pas forcément être dans des logiques de paris sur l'avenir, sur les 5 à 10 ans, mais qui vont être dans des investissements qui sont très concrets. Donc ça crée une forme de résilience de ces activités-là. C'est des entreprises dont on a besoin en cas de crise. Nous, on nous a dit, comment est-ce que vous avez vécu la crise? Ce qu'on a répondu, c'est on vit constamment, nous, en crise, en fait. On vit en crise écologique, on vit en crise sociale. La crise sanitaire a été une nouvelle crise auquel on a répondu, et fièrement, avec les entreprises de l'économie sociale et écologique. Donc non, en fait, déjà, il faut se dire qu'il faut que la finance soit liée avec l'économie réelle. Si on replace ça, non, la finance à impact n'est pas moins rentable que la finance classique. C'est juste qu'effectivement, elle est un peu plus moyen terme, donc ça c'est vrai, mais pour plus de résilience. Sur une décision classique, parce qu'on parle souvent de la finance, mais la finance elle est liée à des chefs d'entreprise qui prennent des décisions au quotidien. Quand un chef d'entreprise, on lui dit il va falloir que tu fasses plus de marge, qu'est-ce qu'il fait? Il délocalise une partie de sa valeur, il paye moins de ses fournisseurs, il paye pas des externalités écologiques qu'il est censé payer. Donc oui, ça produit plus de valeur pour l'actionnaire, mais ça produit pas plus de valeur en soi pour la société. Donc il y a vraiment aussi la question du profit à repositionner. Et pour ça, il faut aussi des lois. Nous, on pense que, je veux dire, la loi, on parle d'une économie libérale, mais en fait, c'est un libéralisme qui est extrêmement autoritaire. On nous impose que certaines valeurs sont fondamentales par rapport à d'autres. Donc l'idée, c'est vraiment de repositionner déjà dans le réel, de favoriser le financement de l'économie réelle, d'empêcher que la finance soit gamifiée et qu'elle soit au service de la société. Et ensuite, on sera capable d'avoir une finance à impact qui sera compétitive par rapport à la finance classique et qui fédérera vraiment le grand public. Merci Eva, la finance n'est pas un jeu. Prenons ce sujet très très au sérieux. 400 000 milliards de dollars, je vous rappelle le montant de la finance. Merci Eva, tu nous réconcilies avec
cette finance qui peut être contributive. Merci beaucoup. Maxime, on va passer à l'éco-syndicalisme avec Maxime. Je commence à te présenter pendant que tu montes sur scène. Je vais mettre mes lunettes parce que je m'aperçois quand même que j'en ai besoin. Maxime, je crois que tu es toujours professeur à Sciences Po ? Oui, bon. Mais tu es surtout cofondateur du Printemps écologique. Tu vas nous parler du Printemps écologique, premier éco-syndicat, avec un lancement associatif en janvier 2020, puis le syndicat en mai 2020, c'est ça ? Les syndicats, pardon. Sans dévoiler, bien sûr, tes propos, tu as l'ambition de réconcilier progrès social et progrès écologique. Vous voulez, le collectif, participer à une conversion de l'appareil de production et faire de l'économie destructive une économie inclusive. Sortir de la production comme seul rapport au monde, c'est un grand défi pour cet éco-syndicalisme. Alors, l'éco-syndicalisme, une des clés de la transition. Ma première question, c'est qu'est-ce que l'éco-syndicalisme ? Attends, oui, je t'ai pris, pardon. Il y a un micro par terre. Oui, sinon t'en as un autre. Bien, alors bonjour à tous. Du coup, je m'assois, je reste debout. Ok, je vais rester debout alors. Du coup, Alors bonjour à tous, merci déjà pour cette invitation. En effet, on va parler très rapidement d'éco-syndicalisme, après avoir parlé un petit peu de transcendance, puisque c'est le terme que tu as employé tout à l'heure, Eva. On va parler maintenant un peu d'immanence sur ces questions de transition et de transformation des rapports de production, transformation de l'économie. Alors, en effet, on a lancé, nous, notre initiative en janvier de cette année. D'abord, une initiative associative qui naît de la rencontre d'ONG, d'associations avec un certain nombre de salariés sur tout le territoire français. Le constat qui réunit toutes ces personnes qui se sont rassemblées en janvier, c'est que le principe du désastre écologique, aujourd'hui, se trouve dans les moyens de production, c'est-à-dire se trouve dans l'appareil productif. Et l'injonction qui consiste à rendre le consommateur ou l'individu consommateur responsable, ou en tout cas détenteur de la clé de la solution à cette transition, nous on l'a remis en question. On considère que le principe du problème se trouve au cœur de l'appareil productif. Donc comment transformer, comment contribuer à une métamorphose ou à des mutations sur tout un tas de champs qui vont être liés à l'entreprise, qui vont être liés au travail, qui vont être liés à l'impact de notre activité collective sur la nature au travers de l'économie et du travail. Donc on s'est rassemblés pendant quelques semaines à l'origine, quelques mois, et on a réalisé qu'il existait un outil depuis près de 150 ans maintenant qui s'appelle le syndicalisme. Et le syndicalisme a une spécificité, au-delà d'être une association régie par le Code du travail et qui dispose d'une forme juridique spécifique, c'est qu'elle dispose de ce qu'on appelle le monopole des négociations collectives. C'est-à-dire que seul un syndicat est en capacité, est habilité en fait par la loi, à signer des accords dans une entreprise. Donc le point de départ, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une ONG, une association, un collectif, une communauté de salariés n'a pas les moyens juridiques de signer avec un employeur, avec une structure, une organisation, peu importe sa taille, moyenne, grande ou petite, un accord contraignant dans son entreprise, sur tout un tas de sujets. Donc on s'est dit, utilisons la forme syndicale, retravaillons-la, explorons un petit peu ses capacités, ses potentialités. Donc on s'est renseigné sur le plan du droit. Est-ce que c'est possible de créer un syndicat, d'engager des salariés dans le cadre des élections professionnelles, puisque c'est comme ça que ça se passe. En gros, sur des cycles de 4 ans, 1,5 million d'entreprises organisent des élections professionnelles pour que les salariés puissent élire leurs représentants et que ces représentants puissent aller négocier des accords avec les représentants des employeurs, au niveau de l'entreprise, au niveau des branches économiques et au niveau national. C'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, on a une vision du syndicalisme qui est justement très transcendante, très nationale, avec l'idée que les grandes figures du syndicalisme aujourd'hui vont aller négocier avec les ministères ou avec les gouvernements sur des questions de retraite ou de protection sociale. La réalité, c'est que le syndicalisme, historiquement, il part des territoires. Il part des usines, il part des groupements d'ouvriers qui se rassemblent à partir du milieu et la fin du 19e siècle. Donc nous, on veut reproduire cette immanence.
Alors, qu'est-ce que je pourrais préciser d'autre ? Aujourd'hui, le Code du travail, qui est donc le texte qui régit les relations professionnelles et qui régit tout particulièrement ce qu'on appelle le dialogue social ou les négociations collectives, donc les relations entre ces formes juridiques particulières qu'on appelle les syndicats et les représentants des employeurs, le Code du travail ne mentionne pas l'impératif écologique. Aujourd'hui, la relation entre les formes du travail et les relations professionnelles et la question écologique n'existe pas dans le Code du travail. Donc c'est aussi un de nos objectifs, c'est de générer un engagement, une stimulation des salariés un petit peu partout sur le territoire. Quand on dit salariés, on ne dit pas que mouvement ouvrier, on dit mouvement ouvrier, on dit employé, on dit profession intermédiaire et on dit cadre. Nous, on estime que ce travail de déclencher une mutation des modes de production, il doit être porté par toute la population active. Et aujourd'hui, la population active, elle se découpe dans ces 4 catégories socio-professionnelles. On a envie d'engager tous ces gens-là. Alors, qu'est-ce qu'on est très rapidement aujourd'hui en termes de quoi ? On a donc lancé, à partir de mai, plusieurs syndicats dans différents secteurs. Donc, on a commencé par créer un syndicat dans le monde du conseil, des services, des études, qui représente à peu près 1 million de salariés. Ensuite, dans la métallurgie et dans la sidérurgie, qui représente aussi à peu près un peu moins d'1 million de salariés. Ensuite, dans l'éducation nationale. Ensuite, dans la fonction publique territoriale. On a également dans le commerce alimentaire. Et on en crée comme ça, dans chaque secteur professionnel, dans chaque branche. On veut en créer 21 avant la fin de l'année. Et ces syndicats vont présenter des candidats dans les élections professionnelles. Et entre janvier et mars 2021, nous allons organiser notre première assemblée fédérale, c'est-à-dire que tous ces représentants de différents secteurs vont se mettre autour d'une grande table et établir des positions communes sur le plan de la transition écologique et sociale. Et comment ? Voilà. Comment Alors, on fait grandir un syndicat comme ça ? J'imagine que les ressources sont un sujet important. On en parlait un peu tout à l'heure. Oui, alors aujourd'hui, en termes de ressources, on s'appuie sur une communauté d'à peu près 3000 salariés, mais également des étudiants. On a des retraités aussi qui s'engagent. On est vraiment sur tout le territoire français et d'outre-mer. Donc on est essentiellement sur soit de l'activité bénévole et de l'activité marginale, puisque en réalité tous ces gens travaillent et donc vont pouvoir s'engager qu'en dehors de leur travail, qu'en dehors de leur temps de travail. Alors à partir du moment où ils sont élus, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans un processus d'élection, il y a ce qui s'appelle du temps de délégation, donc ils vont avoir un petit peu plus de marge pour s'engager pour ces sujets-là, mais aujourd'hui on est vraiment sur du bénévolat à 100%. Donc oui, en effet, on a un sujet de ressources parce qu'on est en train de grossir très très vite, c'est un succès, on est très content de la façon dont ça se passe. Mais il va nous falloir trouver les moyens de rencontrer cette aspiration. Comment on va créer des groupes locaux ? En fait, on a déjà 8 groupes locaux qui sont créés dans différentes grandes villes de France et en Outre-mer. On va présenter des candidats aux élections professionnelles. Et notre projet, c'est que à la fin de 2 cycles professionnels, donc dans 7 ans, on arrive à atteindre la représentativité, d'abord dans certaines entreprises, des petites, des moyennes ou des grandes, ensuite au niveau des branches économiques pour aller travailler ce qu'on appelle les conventions collectives, pour aller impulser tout un tas de transformations liées aux dimensions écologiques et sociales, hein, puisqu'il y a la dimension écologique, mais on ne peut pas traiter de façon rationnelle le problème écologique si on ne traite pas les questions technologiques. Et l'actualité récente nous l'a montré, la question de la façon dont les choix technologiques et les orientations technologiques sont prises pose problème. Pour les questions de la 5G, on a vu qu'un certain nombre de salariés voulaient interroger leurs employeurs, se poser cette question-là. Donc il y a la question technologique et puis il y a évidemment la question sociale, puisque aujourd'hui on ne peut pas décorréler la question de la transition écologique, notamment de l'accompagnement, de la décroissance et des désinvestissements de certaines filières polluantes. Donc voilà, on a ces trois leviers-là. Et puis, on espère que dans 7 ans, c'est-à-dire à la fin du 2e cycle, on commence à être représentatif au niveau de certaines branches entières et on espère peut-être au niveau national pour rejoindre les 5 grands syndicats historiques aujourd'hui qui disposent de ce monopole des négociations au niveau national. En vraiment 2 mots, les syndicats installés, qu'est-ce qu'ils pensent de ça, de votre arrivée ? Ils vont vous soutenir ? Ils vont vous... Alors, les syndicats actuels, ils sont en train de verdir leur message. L'année dernière... C'est comme en politique, en fait.
la même chose. Un petit peu, mais c'est comparable. C'est-à-dire que l'année dernière, la CFDT notamment a créé le Pacte du pouvoir de vivre avec un certain nombre d'ONG. Cette année, un grand nombre de syndicats autour de la CGT, de Greenpeace ont aussi lancé Plus jamais ça. Donc il y a un phénomène de verdissement, si on peut dire, du message des syndicats historiques. En revanche, on n'en est pas encore sur oser remettre en cause le productivisme. On n'en est pas encore sur le terrain, au niveau des élus locaux, des élus syndicaux, à porter cette question au moins au même niveau que les questions sociales. On n'en est pas encore là. La question écologique est encore traitée comme une question environnementale, c'est-à-dire comme une externalité par rapport aux combats sociaux et la vision du progrès social. Nous, on veut mettre cette question-là au cœur de notre logiciel idéologique et au cœur de notre action au quotidien dans le travail de chacun. Merci beaucoup Maxime pour cet éclairage sur l'écosyndicalisme qui naît, qui germe.